Clôture cet après-midi de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Écho dans ce journal. À suivre également dans cette édition d'information un reportage sur la situation des albinos au Niger. Nous sommes aujourd'hui 13 juin. C'est la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information. Bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Je l'annonçais dans les titres. Cérémonie solennelle de clôture de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2016 cet après-midi. 15 jours durant, les députés ont examiné et adopté un collectif budgétaire, 3 lois de règlement et 4 lois générales. Le compte rendu de Ousmane Sidikou. Instant de grande solennité d'où la direction prise par le président de l'institution et ce au terme de la première session extraordinaire. Une clôture de session dans un contexte marqué par une grande désolation. En effet, nous avons dû encore une fois accompagner à leur dernière demeure certains de nos plus valeureux compatriotes touchés à la fleur de l'âge, victimes de la haine, de la barbarie, d'insectes sans objectif connu. La nation portera encore longtemps le deuil de ses dignes fils, tombés pour que nous continuions à vivre ensemble, tombés pour que la nation continue à vivre libre et indépendante, tombés pour qu'aucune parcelle de notre pays n'échappe à son contrôle. Distingués invités, il n'est pas aujourd'hui un seul Nigérien qui ne soit conscient de la portée du sacrifice des soldats tombés à Bosso. Nous les pleurons tous. Moment de grande affliction, de toute divergence tue, ils juront leur partition. S'agissant de nous autres, élus de la nation, nous prendrons part au combat en assumant encore mieux notre mission de représentation par un contact plus régulier avec les bases sociales de notre pays. Nous allons ainsi travailler à les sensibiliser sur la portée des événements actuels et les persuader de ne pas ménager leur peine pour apporter leur concours au FDS, au plan matériel comme au plan moral. Une session qui aura répondu aux attentes au regard de l'importance et de la qualité du travail abattu. L'espace de 15 jours, nous avons examiné et adopté un collectif budgétaire, 3 lois de règlement et 4 lois générales, tout en ménageant le temps nécessaire à l'audition de la déclaration de politique générale de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il faut donc se féliciter qu'en si peu de temps, nous ayons pu répondre à d'aussi importantes exigences nationales. Réel motif de satisfaction, de le satisfait pour le pouvoir législatif qui s'est penché sur les projets et avant-projets de loi soumis à son appréciation. L'actualité sur le front social, les syndicats du secteur de l'éducation ont appelé ce lundi à un boycott des examens et évaluations. Malgré cet appel, les examens et évaluations ont eu lieu. C'est le constat de notre reporter Nasser Dantofo. À la demande de plusieurs syndicats du secteur de l'éducation, notamment le SINASEB et Cause Niger, il sera observé un blocage des examens scolaires, des évaluations de fin d'année 2015-2016 et autres tâches administratives. C'est lundi 13 juin, jour d'évaluation pour le CFEPD et le BEP. Un constat se dégage. Tout se déroule normalement. On a commencé avec le français, ça s'est bien passé, l'examen, alhamdoulilah, ça commence bien. Pour un début, ça va aller. On ne sait pas d'ici peu de temps, d'ici la fin de la semaine, ce que ça va donner. Mais pour un début, ça va. Ça se déroule bien. Oui. On n'a pas constaté quelque chose qui est difficile, quoi. C'est la première séance aujourd'hui, c'est la première journée. On vient de passer le français. Et si vous avez observé, les élèves, ou bien les candidats, sortent de la fin de leur première session. Les candidats sont au nombre de 153 et il y a 4 qui sont absents. Il n'y a aucun incident, mais jusqu'à présent, l'organisation n'est pas achevée.
c'est-à-dire l'organisation matérielle au niveau entre le ministère et le président du jury. Pour les syndicats, la tenue de ces examens est un non-événement parce qu'il n'entrave en rien le mouvement engagé. Surveiller, n'importe qui peut surveiller. N'importe qui, on peut donner à n'importe qui la responsabilité de corriger. Je ne voudrais pas rappeler une date récente où nous avons vu c'est des porteurs de tenue qui étaient en classe en train de surveiller les élèves. Aujourd'hui également, si le gouvernement s'adonne à choisir n'importe qui pour surveiller et n'importe qui pour corriger, ça, c'est sa responsabilité qui est engagée. Les conséquences, il sera le seul à les assumer. Le constat, il est là, en tout cas sur place. Les camarades ont en tout cas massivement répondu à cet appel-là et vous avez quand même constaté un peu dans presque toutes les écoles, les camarades n'étaient même pas présents, à plus forte raison soumettre leurs propositions ou les autres notes. Les autres rapports, j'allais dire. En ce qui concerne les évaluations pour les classes de CM2 par rapport aux propositions de passage pour les classes de 6e, vous avez également constaté que nos camarades n'étaient pas encore, en tout cas à l'école. Dans certains établissements, ce sont les premiers responsables qui sont en train de s'activer pour, en tout cas, faire ces évaluations-là, ce qui est contraire. Ces syndicats n'exigent ni plus ni moins que l'amélioration de leurs conditions de vie, donc au gouvernement de considérer leurs différentes revendications de l'intérêt des élèves, mais aussi de l'école nigérienne. Aujourd'hui est célébrée la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Pourquoi l'institution d'une telle journée et quelle est la situation des albinos dans notre pays? Élément de réponse dans ce reportage de Ali Sissé Ibrahim et Chebou Guissou. L'albinisme est une particularité génétique héréditaire se caractérisant par un déficit de production de la mélanine. Au Niger, tout comme dans les autres pays du monde, existent des personnes atteintes par l'albinisme, une situation qui n'est pas sans conséquence sur la vie des albinos, ce qui a poussé à l'institution de la journée du 13 juin comme celle de la sensibilisation sur l'albinisme. Le 13 juin est consacré à la sensibilisation sur l'albinisme à travers le monde. Et c'était par une résolution des Nations Unies. Et c'était cette résolution qui a consacré cette journée-là de sensibilisation à l'albinisme. Et j'avoue que les raisons de cette résolution qui a donné lieu à l'institution de cette journée, c'est que quand on prend un peu partout dans tous les pays, on constate que malgré le fait que les associations de personnes atteintes d'albinisme existent un peu partout, la question n'était pas aussi intéressée par les pouvoirs publics. Donc les structures sont là, les personnes albinos sont là, elles ont toujours les mêmes problèmes, les mêmes calvaires. Et ce qui a amené, et au fur et à mesure que la situation évolue, et surtout ce qui a abouti à l'institution de cette journée, c'est les attaques contre les personnes atteintes d'albinisme. Donc un peu partout, quand on prend les pays de l'Afrique centrale ou bien de l'Afrique de l'Est, on constate ce phénomène-là d'attaque contre les personnes atteintes d'albinisme. Ainsi, avec la marginalisation et la persécution des albinos dans d'autres pays, convient-il de savoir quelle est la situation des personnes atteintes d'albinisme au Niger? Actuellement au Niger, je dirais que il y a une amélioration, je dirais, parce que l'association est là il y a 2 ans. Donc avant la création de l'association, comme je le disais, l'albinisme n'était même pas pris sur la liste des handicaps. C'est-à-dire quand on va au ministère de la Population, il y a une catégorie des handicaps et l'albinisme n'était pas pris au titre de l'handicap. Donc c'était avec la création de l'association que l'albinisme maintenant, l'albinisme est considéré, ou bien les personnes albinos sont considérées parmi la catégorie des personnes handicapées. Mais je dirais il y a une amélioration parce que avant la création de l'association, donc il n'y avait pas cette prise de conscience. Aujourd'hui, je dirais que au Niger, vraiment un peu partout, que ce soit à Niamey ou bien un peu partout dans les régions, et les gens sont conscients de la création de l'association. C'est vrai que nous rencontrons des difficultés parce que jusque-là, nous n'avons pas l'effectif des personnes atteintes d'albinisme au Niger. Et là, c'est un problème parce que même pour faire élaborer des projets, alors il faut forcément avoir l'effectif. Selon la présidente de l'association des personnes albinos du Niger, les albinos sont des membres à part entière de la société.
Aussi, il revient au gouvernement de s'investir davantage dans la prise en charge sanitaire et éducative des personnes albinos. La suite de ce journal, les organisations socio-professionnelles de médias de plus en plus montent au créneau et s'insurgent contre les traitements infligés aux journalistes, une ignorance ou mépris de l'ordonnance portant sur des délits commis par voie de presse. D'autres précisions dans ce reportage de Ousmane Sriko. Le métier est celui de tous les dangers en ce temps qui court, car très dur d'exercer la fonction de journaliste. Gardé en vue puis jeté en prison, les cas continuent à être légion depuis l'avènement de la 7e République. Il y a eu très brièvement le directeur de publication du Canard, à l'époque Modibou, qui a été interpellé, brièvement passé une nuit à la prison civile. Après lui, c'était le directeur de publication de Jeunesse Info, qui s'est retrouvé pratiquement dans la même situation où il a diffamé et on a vu que c'était le pénal qui a été appliqué. C'est-à-dire, c'est comme ce que nous avons l'habitude de dire, c'est qu'il y a cette loi et il y a la compréhension de la loi, il y a l'usage qu'on peut en faire. Pourtant juridiquement encadré à travers l'ordonnance 035-2010 du 4 juin 2010 portant dépénalisation des délits commis par voie de presse. Sans être juriste, nous savons qu'il y a un certain nombre de délits qui ne sont pas couverts par l'ordonnance portant dépénalisation des délits commis par voie de presse. Et nous ne sommes pas dans ces cas de délits-là, puisque là-bas, il y a atteinte à la sûreté de l'État, de délits graves. Mais jusque-là, nous sommes dans le cadre de la diffamation. Et c'est que nous considérons qu'on est dans le cadre de l'ordonnance 035 de 2010 du 4 juin. Ça veut dire que si on devrait poursuivre les journalistes, à notre sens, on doit rester dans ce cadre-là. Abusivement, partiellement et tendancieusement appliqué, le débat s'impose plus que jamais pour sa nette et juste application. Quel est le sens de cette loi? Est-ce que c'est un décor ou bien elle a tout juste un besoin politique de dire que non, le Niger a adopté l'ordonnance 035 portant des pénalisations des délits commis par voie de presse et grignoté quelques points dans le cadre de la gouvernance démocratique, ou bien elle est là tout juste pour plaire, et quand il s'agit de poursuivre des journalistes, peut-être que ça dépend de qui poursuit, puisqu'on a comme l'impression qu'il s'agit il y a des citoyens, quand ils poursuivent les journalistes, on trouve le moyen d'appliquer le pénal et de laisser l'ordonnance 030. Certes, aux hommes des médias, le respect de l'éthique et de la déontologie, mais aussi surtout aux politiques, sa non-ingérence et implication, au nom de ce principe de la séparation des pouvoirs, car avant tout, la presse est ce quatrième pouvoir. Parlons à présent du mois béni de Ramadan. Aussi, notre reporter Ali Cissé Ibrahim et son caméraman Nasser Seydou se sont intéressés dans ce reportage aux jeunes des personnes suivantes: l'enfant, le voyageur, le malade et la personne qui a perdu la raison. Le Ramadan est un mois de bénédiction dont l'observation doit être effectuée selon les règles établies par Dieu. Aussi est-il judicieux de savoir ce que dit l'islam sur le jeûne de l'enfant, une personne qui a perdu la raison, le voyageur et le malade. Celui qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, aux normes du Coran et de la Sunna, n'est pas habilité à jeûner. Il peut le faire. Il peut le faire, surtout si c'est un enfant. Eh bien, il peut le faire, il va s'exercer à le faire, il va emboîter les pas de ses parents, et la récompense est là, Inch'Allah ta'ala. Mais parce que c'est une obligation, eh bien, pour ses parents, pour l'avoir guidé sur les voies de l'islam, pour avoir fait germer dans son cœur l'amour de la religion, l'amour de son Seigneur, et pour lui-même, tant qu'il a atteint un âge où il peut quand même supporter le jeûne. Quand il ne peut pas supporter le jeûne, il n'est pas question de dire à l'enfant de jeûner, parce que la vie est sacrée. La sacralité de la vie est reconnue et fait partie, la préservation de la vie fait partie des 5 objectifs de la charia en islam. On a parlé de doué de raison, cela veut dire que le fou n'est pas habilité à jeûner au nom du Coran et de la Sunna,
eh bien qu'Allah permette à ces gens-là qui ont perdu la raison de la retrouver. Pour Allah, rien n'est mystère. On a parlé de résident. Eh bien, le voyageur, pour une distance de 85 km, pour un voyage à but licite, est autorisé, je ne dis pas obligé, est autorisé à déposer le jeûne. C'est une miséricorde divine. Il peut en profiter s'il le désire. On a parlé de bonne santé, bien important. Le malade, eh bien, si un temps soit peu, le jeûne peut compliquer sa maladie. Observer le jeûne peut aggraver sa maladie ou en retarder la guérison. Il lui est interdit de jeûner. Interdit, je dis bien, je mesure mes mots. Et il doit attendre par la grâce de Dieu, après le mois de jeûne de Ramadan, lorsqu'il va retrouver la santé, Inch'Allah ta'ala, pour rentrer dans le jeûne. D'ailleurs, les oulémas s'accordent aujourd'hui par une fatwa à accepter que si la cause pour laquelle, pour maladie, nous n'avons pas pu jeûner ce Ramadan, et que cette maladie se poursuit jusqu'au prochain Ramadan, qu'Allah nous guérisse, ya Rabbal Alamin, et bien le Ramadan passé tombe de facto. La miséricorde d'Allah est infinie. Ainsi, la pratique du jeûne doit se conformer à la direction donnée par Dieu qui, dans sa bonté, a préétabli des règles d'allègement pour les gens. Le panier de la ménagère en ce mois béni de Ramadan, notre reporter Ramatou Barté s'est intéressé à la disponibilité et le prix du poisson. Les clients crient à la cherté du poisson. Suivons son reportage. En cette période de haute consommation, on remarque une hausse sur le prix de presque tous les produits alimentaires et le prix du poisson ne fait pas d'exception. Le kilo qui se vend à 2000-2500 se vend actuellement entre 3000 à 4500, un prix que les consommateurs trouvent cher. Je suis venu du pays du poisson frais. Je trouve les prix très chers à la bourse des Nigériens. Dans cette période d'étiage financier, vraiment c'est cher. Le kilo fait 3000, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Or, nous sommes dans un mois de carême, un mois béni où tout le monde doit faire des concessions à son frère musulman. Malheureusement, au Niger, c'est le mois que les gens considèrent comme un mois de traite, une période de spéculation de tous les prix. Dans certains pays, à cette période, il y a même des pays où on casse le prix à la moitié en faveur du mois de carême. Au Niger, où on se dit 99% des musulmans, malheureusement, ce n'est que verbal, on fait des spéculations jusqu'à tripler les prix, ce qui n'est pas aussi bien d'ici-bas ou à l'au-delà, ce n'est pas une bonne chose. Le poisson est vraiment cher, ce n'est pas à la portée de tout un chacun. Si c'est à comparer avec le soi-disant congelé, il y a une nette différence. Certes, c'est différent celui-là, et c'est du poisson maison qu'on a l'habitude de dire, mais l'autre c'est exporté, c'est importé. Alors, vraiment c'est cher, hein? C'est pas à la bourse de tout un chacun. Quant aux vendeurs, ils justifient cette hausse du prix du poisson du fait des coupures qui engendrent d'énormes pertes pendant la conservation. Ce que le poisson est cher dans le période là, vraiment c'est empêché de le couper là. Vraiment, on achète un glace de 50 là, maintenant on achète un glace de 250. Hein? Donc comment on peut dire que le poisson ne vient pas cher? Ce qui explique la cherté du poisson, c'est la rareté de la glace trop chère. Elle-même, la barre de la glace coûte 6 000 francs. Avant, on vendait le kilo de la cape à 2500. Mais maintenant, ça se vend à 3 000 ou 3 500 francs. Et le capitaine, c'est à 4 000 francs. Ces poissons proviennent des régions du fleuve de la région de Tawa et du Mali. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision La Bailly. Bonsoir.